Aujourd'hui, je voudrais vous parler du premier mensonge de ma vie. Papa, maman, vous m'avez caché la vérité pendant 5 ans, alors que pendant ces mêmes années, vous me répétiez sans cesse qu'il ne fallait pas mentir. Alors oui, j'ai été en colère quand j'ai compris pour le Père Noël, quand j'ai compris que les mensonges, ce n'était pas beau, mais que tout le monde mentait toujours et tout le temps. La preuve n'en est que plus flagrante aujourd'hui avec les élections, Facebook et Instagram. Mais d'où vient le Père Noël ? Hein ? Est-ce que c'est vraiment Coca-Cola qui a figé à tout jamais le livreur de cadeaux avec sa tenue rouge et blanche, comme tout le monde le dit ? Eh ben non. Certes, Coca-Cola a aidé à pérenniser dans nos esprits le Père Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais il s'habillait de blanc et de rouge bien avant la marque. Le Père Noël est fait d'une multitude de mythes qui se sont mélangés à des époques où des populations migraient énormément. Je prends un peu de ton histoire de Nicolas de Myre, que je mélange avec Jésus, je rajoute du solstice d'hiver, on secoue avec des mythes vikings et un peu de gargane celte et pouf, le Père Noël. Ça fait des chocs-caca Noël. Mais tout ça à la base, c'est très païen. Alors les cathos ont inventé Saint-Nicolas pour rendre ça plus biblique. En 1823, c'est le poème « La visite de Saint-Nicolas » qui commence à dessiner le Père Noël tel que nous le connaissons aujourd'hui. Traîneau, renne, hotte et botte. L'une des dernières améliorations du mythe du Père Noël date de 1939, avec la création de Rudolf, le renne au nez rouge. Est-ce que d'autres poètes ou écrivains vont continuer à améliorer le background du Père Noël ? Est-ce que dans quelques années, il aura des rennes modifiées génétiquement ? N'empêche que si on y réfléchit, le Père Noël pourrait devenir l'ennemi numéro 1 de tous les pays, s'il décidait de ne plus être gentil. Il sait tout de nous. Il voyage à la vitesse de la lumière. Il peut rentrer dans n'importe quelle maison sans y être invité. Imaginez si ces cadeaux étaient des colis piégés. Homeland Christmas Special. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans En Mode Easy. Nous sommes sur nos live. Ce soir, je reçois Sava. Bonsoir. Bonsoir David. On va parler d'Auban Star Racer peut-être un petit peu. Avec plaisir. Voilà, mais juste avant, on regarde Pixel, notre rubrique en partenariat avec lemonde.fr. Raconter l'histoire de joueurs de Street Fighter tout en respectant les codes de manga, de football ou de basket, c'est le pari réussi du trio français Izu, Kalon et Mad. Le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux et celles qui appellent pierre, feuille, ciseaux Shifumi et celles qui connaissent son véritable nom japonais, Jankenpon. Les 3 auteurs français de Versus Fighting Story, premier manga consacré à l'e-sport, appartiennent à l'évidence à la seconde école, celle des puristes. Tout au long des aventures de Maxime Volta, jeune surdoué du jeu de combat Street Fighter V trop imbu de sa personne et obligé de tout réapprendre après une défaite en tournoi, le manga témoigne d'une volonté d'authenticité obsédante. De la restitution fidèle de l'esthétique du titre de Capcom aux onomatopées en katakana, un syllabaire japonais, en passant par les personnages directement inspirés de célébrités réelles de la scène e-sport, comme le commentateur Ken Bogart, Versus Fighting Story transpire l'amour pour son sujet. Une approche sans concession qui fait autant sa limite, malgré les explications, certains enchaînements sont difficiles à saisir pour un profane, que sa force. Cette œuvre exigeante restitue avec soin la richesse et l'histoire insoupçonnée de la scène e-sport, autant que sa dimension hautement psychologique. Dans ses plus belles pages, Versus Fighting Story dit même quelque chose de notre époque, de cet emballement médiatique autour des compétitions de jeux vidéo et de l'avènement de l'e-sport business, comme il y a eu le foot business dans les années 90, et laisse poindre une certaine nostalgie des tournois d'antan, confidentiels, artisanaux, conviviaux. Tout autant qu'il salue avec affection la culture traditionnelle japonaise, les vieilles boutiques de jeux d'import du boulevard Voltaire à Paris, ou encore les sticks arcade et la Dreamcast, non sans s'amuser parfois de son propre snobisme. D'une manière générale, ce shonen exigeant et foisonnant ne cache pas sa double fascination pour le Japon et les années 90. Au-delà d'une œuvre sur une scène électronique extrêmement technique et pointue, c'est aussi une déclaration d'amour à la culture des trentenaires d'aujourd'hui. À l'image de la caution humoristique de ce premier tome, le personnage déjanté de Jean-Claude Lafleur, qui évoque autant l'acteur Jean-Claude Van Damme qui jouait Guile dans le film Street Fighter que Rock Lee dans Naruto. Le trio livre une œuvre de référence sur l'e-sport tout en restant un shonen vivant et à la passion communicative. On aimerait parfois que Versus Fighting Story prenne un peu plus de temps pour exposer son importante galerie de personnages qui ne dépareilleraient pas dans un casting de jeux de combat. Mais difficile d'en tenir rigueur à ce manga hautement otaku, plein d'autodérision aussi pour cette figure et qui restera comme un instantané précieux d'une nouvelle ère pour l'e-sport. Tu as fait la Fémis.
Et oui, mon cher David, dans une vie antérieure, j'ai fait la FEMIS, c'est vrai. Et d'ailleurs, je suis en fait retourné en ce moment, parce que là, je fais un atelier, j'ai été admis à un truc qui s'appelle l'atelier scénario de la FEMIS. Ouais. Et on écrit un scénario de long métrage pendant 1 an, et on est suivi par un coach. Long métrage live, pas animé. C'est pour un live, ouais. Et ok, donc tu y retournes, d'accord. Mais donc tu as commencé à la FEMIS, donc FEMIS cinéma. Oui. Cinéma long métrage avec des comédiens. Et puis, animation, mais qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident de parcours. Ah, c'est un accident, tu crois? Au départ, c'est un peu un accident. Donc, j'étais à la FEMIS et je faisais un peu de boulot à l'extérieur. Et j'ai été embauché par une boîte qui s'appelle Gaumont Multimédia, qui a changé de nom plusieurs fois depuis, qui est devenue Xilam après. Et il se trouve que j'avais créé un projet de jeu de simulation sur le cinéma, le monde du cinéma. Et ils étaient censés faire des jeux vidéo aussi, donc ils ont trouvé ça cool, on s'est rencontrés, puis finalement le jeu s'est pas fait, mais ils avaient besoin d'un directeur d'écriture et d'un scénariste pour des projets qu'ils avaient en route. Ils m'ont balancé là-dedans, je leur ai pas trop dit que j'avais pas encore fini la FEMIS, à la FEMIS j'ai pas trop dit que je bossais pour eux, et j'ai commencé à bosser sur plusieurs séries, en parallèle avec mes études de la FEMIS, donc c'était assez speed mais assez cool. Et puis c'était un peu compliqué parce que faire de la série en Europe, il y a beaucoup de partenaires, on peut pas faire ce qu'on veut, la série japonaise, on a quand même plus de liberté. Un public qui est quand même plus demandeur de choses de qualité, donc c'est un peu compliqué de trouver ça, le bon équilibre, faire un truc sympa. Xilam, on est d'accord, c'est les cafards, c'est Huggy et les cafards. J'ai bossé aussi sur les premières séries humoristiques, une série qui s'appelait Home to Rent. Je suis parti aux États-Unis voir les créateurs américains qui bossaient dessus. Enfin bon, voilà, c'est une autre vie, donc c'est assez lointain tout ça. Mais bref, ça m'a donné envie en tout cas de continuer dans l'animation et ça m'a fait me rendre compte que j'adorais l'animation, que je l'avais eu beaucoup quand j'étais petit. J'avais été très marqué par ça et qu'on pouvait faire depuis la France de la science-fiction, un peu tout ce qu'on voulait et que ça a été diffusé dans le monde entier après. Et donc voilà, ça c'est quand même rigolo. Donc j'ai voulu continuer un peu l'aventure et puis donc j'ai créé Auban, que j'ai présenté à plusieurs boîtes qui n'ont pas voulu et je me suis dit bon, je continue, merde, c'est cool ce projet et donc j'ai créé ma petite boîte, ma petite structure. Save the World, voilà. Save Savin, The World, voilà. Avec une petite tour Eiffel dans le logo. Ouais. Donc je rappelle que ton nom c'est donc Savin Yetman Eiffel. Oui. Donc tu es le descendant de Gustave Eiffel. Un des descendants. Un des descendants. Et donc tu as développé Molly Star Racer avec cette société. Voilà. Parce que personne n'en voulait. Mais toi, oui. Voilà. Personne n'en voulait, ou les gens le voulaient, mais gratuitement. Enfin, il y avait plein de trucs. C'est bien, ça. C'est un système. Un très bon truc très cool, c'est l'option gratuite. Alors ça, si les gens qui regardent, vous avez un beau projet, vous allez voir un producteur, vous dit c'est intéressant, on va faire une option gratuite. Donc option gratuite, ça veut dire quoi? Il prend tous les droits, vous avez 0 francs gratuite, il le montre à toutes les chaînes de télé, c'est grillé, s'ils n'en veulent pas, ils te le rendent, tu te dis bon, je te le rends, merci, et le projet est mort, quoi. Donc, même étant un jeune créateur à cette époque-là, plein de... encore naïf, je me suis quand même là, ça marche pas, quoi. Donc j'ai développé mon truc tout seul, avec une petite équipe qui s'est constituée autour de moi petit à petit. Et puis je pensais au départ juste le développer un peu, puis le revendre à une autre boîte. Et puis petit à petit, on a continué, puis on a fini par produire la série nous-mêmes, quoi, jusqu'au bout. Ok. Tu dis que tu faisais du cinéma, puis tu dis que quand même plusieurs fois là, tu as dit le dessin animé japonais, mais le dessin animé japonais, on peut faire ce qu'on veut, Et du coup, qu'est-ce qui te plaît dans les animés japonais? Pourquoi tu dis on peut faire ce qu'on veut? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans une série, justement, que les Japonais font eux? Et puis quelles sont les séries qui t'ont inspiré? Alors on peut faire ce qu'on veut, bon, c'est peut-être un peu ouvert parce qu'il y a quand même aussi des obligations financières, il y a beaucoup d'adaptations de manga aussi, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Mais en tout cas, le public est habitué à avoir de l'émotion, quoi, à avoir des choses qui sont quand même fortes, qui prennent aux tripes. Et l'animation française, surtout pour enfants, c'est pas vraiment la même culture. Et donc vouloir faire une série avec des personnages un petit peu, qui a une histoire un peu compliquée, qui se développe sur toute une série d'épisodes, avoir des choses un peu tristes qui se passent, des moments un peu d'émotion, etc. Ça, c'est niette, d'habitude, c'est impossible à faire. Et c'est un peu le pari sur Auban, après les expériences que j'avais eues avec des boîtes françaises, de me dire là, écoute, on a essayé de faire une série à la japonaise, entre guillemets, mais c'est pas l'idée de copier le style japonais, c'est plutôt de se nourrir de l'énergie des séries japonaises que j'ai vues quand j'étais petit. Alors, Candy Candy, Albator, Goldorak, Conan, Fils du futur, ce genre de séries-là, qui sont sur des concepts relativement simples, avec des personnages très forts, avec des conflits très marqués. Et ça, c'était comme le délire. Et quand on était petit, dans ma génération, peut-être qu'il y a quand même aussi qui regardent l'émission, j'en suis sûr.
Avant, nous, on avait Colargol et Bonsoir les petits. Puis d'un seul coup, il y a Goldorak qui arrive et qui casse tout. Et là, waouh, c'est quoi ce truc de fou, quoi. Il y avait des robots, puis il y avait de l'émotion. Malgré tout, même dans Goldorak, qui est une série assez simple, il y a des mecs qui meurent. Je me rappelle cet épisode toujours qui m'a marqué à vie, où t'as un de ses copains qui s'est échappé de Beaufort, qui vient, qui le retrouve. Et c'est des retrouvailles géniales. On est deux maintenant. Puis il a aussi un robot et tout. Donc on est deux à combattre le grand stratéga et tout. Et le mec se rend compte qu'on lui a mis un implant dans la tête pour le contrôler et qu'il essaie de tuer Albator. Il s'en veut Actaris, pardon. Il s'en veut tellement d'avoir voulu le tuer qu'il prend son Golgoth, il part faire une mission suicide sur la Lune Noire et il se fait tuer alors qu'il aurait pu rester avec lui. Mais bon, voilà, c'est vraiment des émotions fortes et tout. Et t'es gamin. En un épisode. Voilà, en un épisode, ouais. C'est toute une saga l'épisode, quoi. Toi, t'as 8 ans, t'es devant la télé, tu te dis, waouh, c'est trop génial, quoi. Donc voilà. Auban, cette idée de reprendre un peu ces émotions fortes, de l'énergie, de l'action, mais aussi des trucs un peu forts qui se passent au niveau des personnages, quoi. Du coup, tu crées cette société, Save the World. Tu pars en disant, OK, on va le faire nous-mêmes. Donc, vous faites un pilote. Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes. On a fait un petit pilote en 98 qui était un petit peu foireux, que j'ai remontré il n'y a pas longtemps au festival et qui est assez rigolo à revoir maintenant. C'était pas encore bien prêt. On a remis dans les cartons. On a bossé sur d'autres projets. On a appris. L'équipe s'est vraiment développée et constituée en quelques années à Save the World. C'est pour se rendre compte de se dire, c'est pas assez bien. Mais je crois qu'il faut C'est rare. Tu peux aussi griller complètement ton projet. Tu te dis, voilà, je sens qu'il y a un truc vraiment fort, c'est bien, mais c'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt, techniquement, et puis voilà, faut un peu de temps. Après, on a ressorti le projet en 2001, et on a fait en quelques mois une remise à plat de tout le projet. C'est les mêmes choses, les mêmes personnages, la même chose, mais complètement réagencé différemment. Molly était un garçon, enfin il s'appelait Rick. Rick est devenu un personnage secondaire. Molly, qui était une blackos un peu dure et tout, est devenue personnage principal. Molly, toujours garçon manqué. Tout s'est organisé, mais tout d'un coup, tous les éléments sont tombés en place, et ça avait du sens, quoi. Donc on a fait un pilote en 2001, qui a eu beaucoup de succès. Gros succès sur Internet, naissant, le Internet naissant. Avant YouTube, mais déjà on en parlait un peu dans le monde entier sur plein de sites et tout. Le buzz avant le buzz. Voilà. Et même les Japonais sont venus nous interviewer à Paris à la suite du buzz qui est autour du pilote. Et c'est ça qui a déclenché des contacts avec les Japonais. Et petit à petit, étape par étape, ça a pris quand même plusieurs années cette histoire, hein, c'était pas facile. Notre petite structure de rien du tout, qui était donc dans le studio Save the World, était dans mon studio, dans ma chambre à coucher où j'habitais. Et on a petit à petit réussi à convaincre plusieurs gros partenaires et à se lancer dans l'aventure en produisant la série avec les Japonais, quoi. Chose quand même aussi extrêmement rare. Partir au Japon et produire au Japon. Tu aurais pu produire très rapidement avant, mais il fallait que Molly devienne un garçon. Ouais, alors j'ai eu effectivement, comme il y avait un bon buzz autour du projet, qu'il y avait un packaging qui était relativement simple, c'est-à-dire que c'est à la base, c'est des courses de voitures, quoi, des courses de vaisseaux, quoi. Mais ça, c'est juste l'emballage. C'est-à-dire que la vraie histoire, c'est l'histoire d'une fille qui a été abandonnée par son père, qui veut gagner son amour. Ça, l'histoire de Molly, c'est ça le nerf du truc. Et puis ses relations avec ses amis qui se développent petit à petit. Et donc, l'important, c'était de préserver ce cœur du projet. Le reste, je m'en fiche un peu, dire que j'adore les courses, les vaisseaux, j'aime bien, on s'est bien marré à faire des belles courses, mais c'est pas ça le cœur du projet, quoi. Donc, quand un partenaire nous dit, OK, on le fait, mais il faut que Molly devienne un garçon, et qui fait des courses de voiture. Ça devient le début de, on va changer ça, puis après on va retirer ça, mais c'est un peu trop triste, on va retirer ça, et puis il n'y avait plus rien, quoi. Donc j'ai dit non, et quand on dit non à un gros partenaire, il n'y en a pas 36 sur le marché. C'est compliqué, donc ça a repris un peu de temps, mais bon, à force de nous battre et d'y croire, on a fini par monter cette série improbable, montée par des Français, avec les Japonais, créée à Paris, dans une petite, à 3 dans une pièce, dans une chambre à coucher, quoi. On regarde l'actu et après on reparle d'Auban. La grande kermesse de la Marcus Law School for Pathetic Gamers. Le 2 avril 2011, notre ami Marcus se lançait dans un projet d'envergure, peut-être le plus ambitieux qu'il n'ait jamais annoncé, la création de son propre parc d'attractions, c'est pas une blague. Et ceci en vue d'accueillir un maximum de ses petits amis, le temps d'une journée mémorable au cœur de l'état de l'Illinois, dans le comté de Sangamon, à Springfield, USA. Le rendez-vous était donné, ce sera dans 7 ans, presque jour pour jour, et nous y sommes ce dimanche. La grande kermesse de la Marcus Law School for Pathetic Gamers ouvrira ses portes de 13h30 à 16h30. Le créneau est un petit peu serré, mais l'entrée est gratuite et les nombreuses animations combinant les technologies de pointe américaines à l'imagination sans limite de Marcus enchanteront pour sûr tous ceux et toutes celles qui auront la chance de s'y rendre. Mais Marcus est encore le plus à même de parler de son projet, on l'écoute. Ça y est, on y est les petits amis, c'est incroyable, c'est une blague qu'on avait lancée il y a des années, je crois, il y a presque 10 ans. On avait dit, c'est une date du 1er avril, hein, le 1er avril, on fera une grande kermesse de chez Marcus, de la Marcus Law School, l'école des gens qui ont des gros doigts. Voilà, donc c'était une blague, hein, évidemment. Sauf que, bah voilà, des années plus tard, on y arrive à la date fatidique. C'est le 1er avril, et ben on va la faire. On va la faire, cette kermesse, c'est déjà prévu, ça va être fabuleux.
Croyez-moi, on aura du Mario Kart en vrai, ça va être génial. On aura du Pain en vrai, je me mettrai dans une catapulte, on est toujours rêvé. On a loué une grue exprès pour le faire, donc on va pouvoir le faire, ça va être fabuleux. Évidemment, on a prévu des bornes de rétro gaming, je crois qu'on en a plus d'une 50aine, donc on va vraiment se rigoler, on va vraiment se marrer, pardon. Il y aura de la réalité virtuelle, bien sûr, et puis de la pâte à tartiner chocolatée, bref, tout ce que j'aime, tout ce que vous aimez. Donc venez à la kermesse de la Marcus Low School. On a résolu certains mystères de dates confuses chez Nintendo. Eh bien, peut-être que vous le saviez, mais Nintendo, qui est une ancienne société fondée en 1889, n'était pas très clair sur les dates, notamment sur les fabrications de cartes à jouer occidentales. Dans les vieux prospectus qui détaillaient l'histoire de la firme, on pouvait lire 1911. 1911, date de la première fabrication, première impression des cartes occidentales au Japon. Et c'était visiblement Nintendo qui s'en était chargé. Puis, on ne sait pas pourquoi, dans les années 80-90, cette date de 1911 a été changée en 1907. Et on ne savait pas vraiment pourquoi, malheureusement. Et encore plus récemment, sur les sites récents et sur les prospectus officiels de la firme, on peut voir 1902, date du premier jeu occidental réalisé par Nintendo au Japon. Alors pendant longtemps, j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi ces changements de date successifs, et ça m'a surtout permis de comprendre une chose, c'est que les archives chez Nintendo sont pas forcément très présentes ou alors très bien rangées, et que ces dates en fait changeaient un petit peu en fonction des découvertes qui étaient faites, peut-être quand on ouvrait un carton et qu'on retrouvait un document qui attestait d'une nouvelle date. Mais récemment, j'ai pu avoir la chance et surtout le grand hasard de tomber sur un site internet qui prouvait effectivement que 1902 était peut-être bien la bonne date de fabrication du premier jeu de cartes occidentales réalisé par Nintendo au Japon. Figurez-vous qu'en fait ce site internet, c'est le site d'une société, d'un imprimeur très ancien qui date aussi d'à peu près de la même ancienneté que Nintendo et qui, dans son historique officiel, indique très clairement 1902. Watada, puisque c'est le nom de cette imprimerie, Watada imprime pour le compte de Nintendo le premier jeu de cartes occidental au Japon. Alors ça nous a permis de comprendre deux choses vraiment très importantes. C'est que, Nintendo n'était finalement pas le premier véritable fabricant de ce jeu de cartes, mais en fait son distributeur, puisque l'impression était plutôt prise en charge par Watada. Et puis deuxième chose, on a maintenant une preuve beaucoup plus tangible de cette date de 1902. Et puis pour la petite anecdote, vous saurez aussi que Nintendo et Watada ont gardé des liens très puissants depuis cette époque, ça fait maintenant 130 ans. Il faut savoir que Watada est cette société qui a imprimé depuis maintenant toute cette période les prospectus, les manuels, les boîtes de jeux aussi, par exemple c'est eux qui ont fait les dernières boîtes de jeux pour les 3DS, etc. au Japon. Donc c'est vraiment une société avec qui Nintendo entretient des liens très très puissants. Voilà, comme quoi une amitié peut durer très longtemps et on y trouve des intérêts communs. Ces deux boîtes de Kyoto sont très vieilles et continuent de travailler main dans la main. Vous arrivez au Japon et d'un seul coup tu te dis « Ok, il faut quand même que je fasse gaffe de ce qui se passe avec l'animé parce que les Japonais ont quand même envie de faire leur propre truc finalement. » Tu as déjà des informations J'ai vu sur No Life un reportage. Alors, donc déjà, il faut comprendre qu'on arrive au Japon, on a trouvé un studio japonais qui était intéressé par cette collaboration internationale, on a trouvé des Japonais qui ont investi dans le projet aussi, c'est très très rare qu'ils fassent ça. Donc on déboule là-bas, tout frais, on a notre petit pilote, on a déjà beaucoup écrit, beaucoup préparé le truc. Donc on savait ce qu'on voulait faire, mais pour les Japonais, c'est pas évident, quoi. Les collaborations internationales sont très rares, elles sont souvent mal passées. Et là, il y a ces petits jeunes qui arrivent. Est-ce qu'on était à la hauteur de ce qu'ils attendaient de nous? C'était pas évident, quoi. Et je comprends quand même qu'ils aient pu être un peu stressés et qu'ils se soient dit, bon, on va les laisser faire un peu leur truc, mais on va quand même lancer un petit peu par derrière à faire un truc qui nous paraît avoir du sens, quoi. Et on s'est rendu compte au bout de quelques mois qu'il y avait un projet bis un peu qui était en train de se monter en parallèle d'une autre, qui était la version alternative de notre projet 100% japonaise, quoi. Et ça a clashé, c'était pas possible qu'on avait des partenaires européens qui avaient acheté notre projet à nous. Le projet qu'ils faisaient, heureusement, était moins bien, je pense vraiment, que celui qu'on avait prévu de faire. C'est-à-dire que c'était vraiment beaucoup plus classique, beaucoup plus pour enfants. Moi, je voulais un truc pour enfants, mais qui est quand même donc, cette émotion, cette force qu'on avait vu quand on était gamin. Je veux dire, Albator, c'est pas forcément pour les petits, mais on l'a vu pour les petits, et ça marchait super bien sur nous, quoi. Donc je voulais garder un petit peu ce côté un petit peu edgy sur certains épisodes, certains moments où ça prend les tripes, et les petits gamins, je vois des enfants qui voient Aubane encore aujourd'hui, ou quand c'est sorti, ils comprennent très bien, quoi. Ils comprennent l'émotion du projet, quoi. Donc il y a cette idée un peu très fausse, quoi, de se dire c'est pour les enfants, donc voilà, ils sont pas compliqués, pas d'émotion, machin, c'est les petits, on s'en fout, etc. C'est pas vrai. Quand on est enfant, on est très réceptif à ça, et c'est ça qui fait que les séries japonaises, même une série comme Pokémon, je veux dire, même il y a des choses qui se passent entre les personnages
Donc c'est moins émotionnel que ce qu'on a fait, mais il y a des vrais personnages, quoi. Voilà. Donc il faut faire ça. Donc on a dit bon, on a un peu tapé sur la table, on a remis les choses en place. Et il se trouve qu'heureusement, on savait ce qu'on faisait, et que ça faisait plusieurs années qu'on se préparait. Moi, j'avais fait la Fémis avant, j'avais fait des courts-métrages. Thomas et Stan avaient fait les Gobelins, on s'était beaucoup préparé. Donc voilà, il se trouve qu'on était les hommes qu'il fallait au bon endroit. Donc on a repris des choses un petit peu en main, mais on a continué à garder cette collaboration très étroite avec l'équipe japonaise. Et une fois qu'on a repris un peu plus les rênes en main, ce qu'on voulait faire depuis le départ, mais il fallait un petit peu un temps d'adaptation, d'apprendre à se connaître, à voir comment est-ce qu'on travaillait. Quand ils ont vu qu'on bossait beaucoup, qu'on savait ce qu'on voulait, voilà, petit à petit, tout est retombé en place. Et l'équipe a vraiment bossé vous ensemble. avez même réussi à impressionner un peu les Japonais quand même au niveau de... Oui, peut-être, oui. Hein On a réussi à attirer en tout cas certains grands talents japonais qui sont venus se joindre à nous. On avait des super storyboarders, Monsieur Ohashi, Monsieur Matsui, qui sont des gens qui sont parfois réalisateurs de séries, qui sont venus comme simple border sur Roban. Et puis on a quand même Yoko Kanno qui est venu faire les génériques et Iwasaki Taku qui a fait les BGM. Donc on a réussi à voir. On s'est battu pour ça. Hein. J'ai passé beaucoup de temps avec Yoko Kanno. Il fallait que je dorme devant sa porte quand même assez longtemps avant qu'il vienne faire la musique. Mais on les a attirés, on les a surpris et ils ont vu que c'était pas juste un côté exotique de faire un truc avec des Français, mais qu'il y avait vraiment un vrai projet, une vraie histoire à raconter. Donc voilà, tout s'est bien Enfin, on passé. parle du Japon et des Japonais, etc. Mais en France aussi, il y avait la 3D qui se faisait en France. Tout à fait. Donc c'est un projet qui un peu atypique dans le sens où, contrairement à la plupart des prods qui se font où on sous-traite en Asie, en Chine, aux Philippines, je sais pas trop où, de l'animation pas trop chère, et on reste en France et on fait des jolis boards layoutés en espérant que l'animation va revenir de bonne qualité. Là, on s'est délocalisé, nous, en Asie, et pas n'importe où en Asie, au Japon, qui n'est pas un produit, un pays qui sous-traite, mais vraiment un pays de studios créateurs qui n'ont pas du tout envie de faire des sous-traitances, mais qui veulent avoir des projets dont ils sont fiers, donc il fait que le projet les intéresse et que les gens soient attirés, les créateurs soient attirés par notre projet. Et puis on a sous-traité entre guillemets la 3D en France. On avait toute une équipe donc à Pumpkin 3D. Il y avait 12 animateurs qui ont bossé et qui faisaient à peu près 5 minutes de 3D par épisode et aussi de très bonne facture. Donc tout ça c'est fait entre la France et le Japon. Oui, parce qu'on voit pas la différence entre la 3D et l'animé. C'est très bien implémenté. Ça a été pensé, ça a été fait. On revoit la série maintenant. Donc elle repasse sur manga en ce moment. Je suis surpris en fait que la 3D et l'animation n'est pas du tout vieilli, parce qu'on joue sur aucun effet de texture 3D, quoi. C'est vraiment un rendu très simple. Les décors ont été pensés aussi avec Thomas Romain, donc mon co-réalisateur, et character designer, sur des aplats en fait sur les décors, ce qui fait que on reprend ce système d'aplat dans les décors 3D. Il n'y a aucune petite différence, il n'y a pas des ombres bizarres, oui, c'est des ombres d'animation exactement pareilles. Oui, c'est magique, quoi. Ouais. On ne voit pas la différence. Du coup, reprenons. Tu dis qu'il y a eu un premier pilote en 1998 ? Le pilote secret de 98, oui. 98. Donc ça veut dire que tu bosses sur la série avant 98. Ouais. Il y a un autre pilote en 2001. 2001, oui, le pilote Molly Star Racer. Voilà. Tu pars au Japon en le 15 décembre 2003. 2003. La série, la saison 1 a produite On termine la production fin 2016, début 2017. 2016 ? Ouais. Non. Ouais. 2006, pardon. 2006. Oui. 2006, 2007. Okay. 2006, 2007, diffusion sur France 3. Commence courant 2006. Ok. Et du coup, dans tout ça, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « j'arrête » ? Plus d'une fois. Ça a surtout été très dur les derniers mois, en fait, parce qu'on a eu quelques grosses déceptions. Au départ, comme il y a un bon buzz autour du projet, on a eu quelques gros partenaires qui ont dit on va le faire, on met 50% du budget, puis après 30%, puis après 20%, puis après allô, il n'est pas là, il n'est pas à son bureau. Donc parfois il faut être au bon moment, au bon endroit. Nous, on a une petite structure, donc on développe les projets, il faut du temps quand même pour mettre les choses en place. Les grosses boîtes, elles ont des politiques, là il y a peut-être une opportunité, mais 3 mois après, si on n'a pas eu cette fenêtre, c'est fini, quoi. Il y a une autre fenêtre dans une autre société qui s'est ouverte, donc c'est Jetix qui... Ah oui, Jetix qui est devenu Disney XD après coup, mais donc qui est chaîne satellite. Qui cherchait un projet au bon moment et avec qui on parlait déjà depuis le début, mais que là, on avait un peu perdu de vue. Et donc là, les choses les astres se sont mis en place, se sont mis en ligne, se sont alignés, et voilà, on a réussi à réunir le budget qui était assez conséquent et à faire la série. Mais il y a eu des moments de grosses déceptions, et notamment après ces discussions avec Jetix qui sont quand même très longues. On commence à parler avec eux début 2003. Et on arrive fin 2003, les contrats sont toujours pas signés. France Télévisions qui nous soutient, quand ça se dit ouais bon mais là ça va jamais faire cette série et tout. Et donc moment d'inquiétude, et là 1 ou 2 fois j'ai craqué là dans notre petit studio, là, je me suis chialé et tout comme une madeleine et tout, c'est terrible. Mais bon j'ai pas montré à mes camarades, et le matin il fallait quand même être tonique et tout pour les faire bosser aussi, leur faire croire. On n'a pas arrêté de bosser, de développer parce qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, quoi. Voilà, leur donner la foi, quoi. C'est bon les gars, on va partir et tout. Et voilà, donc ça a été un peu chaud, mais finalement
pour dire toute la petite histoire, parce que c'est quand même assez rigolo, quoi, on arrive fin 2003, on a presque tout, mais en fait, rien n'est signé, quoi. Tous les partenaires ont les contrats, on les discute depuis longtemps, mais rien n'est signé, quoi. Ils attendent que le premier signe et tout. On arrive fin 2003, je me dis, bon, ok, là, ça va, c'est fini cette histoire. Donc, on avait eu un petit peu d'argent par une petite vente qu'on avait fait en vidéo. J'achète des billets d'avion, on part le 15 décembre, et je dis aux gens, j'écris au Japon, depuis le Japon à Disney et à France Télévisions et autres, nous sommes au Japon, nous commençons la production, quoi. Et là, tout d'un coup, comme par magie, tous les contrats sont signés et c'est terminé, quoi. Mais si on n'était pas parti, le coup de poker. Si on n'était pas parti, je suis pas sûr que l'année 2004 ait été bonne pour nous, quoi. Ok. Donc, tu l'as dit, diffusion sur manga, rediffusion en remasterisé. Oui, alors on s'est maintenant quand on a fait Aubane, en fait, on était juste sur la limite en fait entre le 4 tiers. Voilà, le 4 tiers était encore, c'est ce qu'on nous demandait en fait en chaîne, ça coûtait encore plus cher. À l'époque, il y avait une vraie différence de prix de faire en 16/9. Maintenant, bon, les choses c'est devenu la norme, mais à l'époque, c'était un peu ça nous rajoutait vraiment. Aujourd'hui, demander de faire du 4 tiers, les gens ils le font pas. Ouais, là, par contre, c'est plus cher sur du 4 tiers. Ouais, ça doit être plus cher. Bon, à l'époque, il y avait vraiment les studios disaient ah ouais, mais celui du 16/9, non, il faut rajouter ça en plus. On n'avait pas ça en plus. Donc on l'a fait en 4 tiers, mais les masters quand on fait au Japon, les masters sont en HD. Donc on avait des masters HD 4 tiers. Pour la sortie du Blu-ray, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Juste après. On prendra peut-être cette version 4 tiers, mais en tout cas, pour une diffusion maintenant, c'est quand même. Voilà, ça fait un peu triste d'être en 4 tiers, et par rapport aux autres, ça fait vraiment un peu vieille série, quoi. Ouais. Donc on s'est dit, on va faire un beau 16/9, et on a fait un beau 16/9, c'est-à-dire qu'on a, avec Xavier Dufour, qui est quelqu'un qui bosse très très bien. Au milieu de sa campagne et tout, dans sa ferme et tout, il est tout seul, puis on se parle par Skype, et on a fait ça tous les deux. Donc il a coupé tous les plans, et plan par plan, on a tout rebougé pour faire un vrai beau 16/9, pas tout un truc. Rebougé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plan par plan, tu recadres, quoi, parce que tu peux pas. Oui. Ouais, si t'amuses pas à faire, tu pourrais t'amuser. C'est ce qui se passe parfois sur certaines séries. Tu vois la catastrophe, c'est-à-dire que je zoome, ou j'étire comme ça, ou je zoome dedans. Mais voilà, sur Aubane en plus, il y a des cadrages assez recherchés, ça marche pas, quoi. Donc plan par plan, il y a peut-être un ou deux plans qui restent un petit peu bizarres au final, mais on a vraiment fait un beau travail de choisir où est-ce qu'on coupe sur chaque plan. Parfois, on fait des petits pannes discret pour passer de l'un à l'autre. Ouais. Donc on a fait un travail assez long et assez pointilleux, et je pense que ça fait un beau 16/9 qui rend hommage à la série et qui lui donne une nouvelle jeunesse. On va essayer de la replacer aussi sur d'autres territoires maintenant, quoi. Donc très bien, donc diffusion à la télé. Donc prochaine étape, un Blu-ray. Alors oui, il y a plusieurs petites choses. Alors du coup en 4 tiers ou avec le 16/9 dedans on va avoir une discussion avec les... Donc, pour l'instant, sur le site Aubane Star Racers, il y a une page qui invite les gens à s'inscrire sur la newsletter pour être mis au courant de ce qu'on fait sur le Blu-ray. Et quand on aura atteint un certain nombre de gens ayant exprimé leur intérêt, on va vraiment mettre les choses en route. On n'est pas encore sûr, il est quand même probable qu'on fasse le 4 tiers en Blu-ray. C'est les remontées qu'on a pour l'instant. C'est vrai que c'est le format original, quoi. Ouais. Mais on a fait un beau 16/9, donc ça pourrait être le 16/9 aussi. Mais après, un Blu-ray, t'as de la place, hein, tu peux mettre les deux. Hein. Alors ça pourrait être aussi, si on fait un Kickstarter à plusieurs étapes, ça pourrait être le coffret ultime avec 16/9 et 4 tiers. Et donc là, on essaie de faire un truc sympa avec des bonus, avec pas mal de choses. Donc ça, c'est sur le site Aubane Star Racer, les gens peuvent encore... sur la page de news, et même sur la page de garde, il y a une petite icône. Tu cliques, tu t'inscris, tu dis si tu es prêt à acheter le Blu-ray. C'est pas un engagement ferme, mais moi tu dis que tu as vraiment envie de l'acheter, ou tu veux juste être mis au courant par newsletter, et quand on aura atteint un certain nombre de... Et ça arrive, hein, progressivement, ça commence à bien arriver, mais on attend quand même d'avoir un bon nombre de personnes qui sont inscrites pour lancer les choses en dur. Donc là, en ce moment, tu nous dis que tu retournes à la Fémis pour écrire un long métrage, donc live, mais sur le même site où on peut parler du Blu-ray d'Aubane Star Racer, il y a une image qui est apparue où les personnages ont un peu changé. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une saison 2? Alors, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière. En fait, c'était les 10 ans d'Aubane, donc on a fait plusieurs petits événements, et notamment au Japan Tour Festival, on a fait des conférences, on a vu pas mal de fans, c'est très sympa. Et on a reparlé avec Thomas aussi, et Stan était là, il était revenu en France et tout, donc on a reparlé de bons vieux temps. On s'est jamais perdu de vue, on est toujours resté en contact, mais après chacun a fait un peu sa vie. Thomas et Stan ont bossé sur plein de séries japonaises à Satellite. Et donc on s'est dit quand même, c'est dommage de ne pas faire une suite et tout. Bon, après la saison 1, on était un peu fatigué, je pense qu'on avait tous besoin de prendre un peu de recul. Mais là maintenant... Elle s'est étendue sur beaucoup d'années quand même. Ouais. C'était... voilà. Puis il y a eu des sacrifices de tout le monde. Moi j'ai toujours payé Thomas et Stan par exemple, j'ai quand même payé pas cher pendant plusieurs années. On a vraiment travaillé, on s'est donné pour vraiment essayer de se dire là, on prend le temps de se donner une chance de faire un truc un peu spécial, quoi. Et heureusement, ça a réussi, quoi. C'est allé au bout. Mais donc là, il y a un côté nostalgie, et puis il y a du plaisir de se revoir et tout maintenant. Et donc on a reparlé de faire une suite ou un spin-off, ou les deux. Et donc il y a un projet qui est en route. Donc on a mis quelques images sur Internet.
Ça avance lentement parce que j'ai pas financièrement des moyens énormes de vraiment mettre beaucoup de monde sur le coup, mais on travaille, puis Thomas et Stan sont pris sur d'autres projets. On est dessus, on avance, on tâte le terrain aussi avec les diffuseurs parce que le marché aussi a évolué. Il y a des nouveaux partenaires qui sont arrivés sur le marché qui peuvent éventuellement aider, mais les partenaires classiques aussi ont plutôt tendance à rabaisser leur cible sur des cinémas plus jeunes, plus simples encore qu'à l'époque d'Auban. Donc c'est pas forcément évident d'arriver à faire une série si on n'arrive pas à avoir le niveau de qualité d'Auban ou mieux, ça nous intéresse pas. Donc on essaye il faut un peu de temps. Il faut trouver le bon partenaire. Voilà, donnez-nous un peu de temps, fan d'Auban qui est vu cette info, mais on travaille dessus et on espère y arriver prochainement. Très bien. On fait une petite pause pour voir l'agenda. Au cinéma, le mercredi 4 avril, c'est l'arrivée tant attendue de Gaston Lagaffe. Réalisé par Pierre-François Martin Laval, le film a l'air aussi mauvais que ses deux adaptations de la bande dessinée Les Profs. On continue dans le cinéma français avec un film beaucoup plus engageant, Dans la brume, de Daniel Robbie. C'est une tentative audacieuse de film catastrophe avec Romain Duris et Olga Kurilenko, un couple plongé dans une brume mortelle qui a envahi la capitale française. Après Hunger Games, le réalisateur Francis Lawrence et la comédienne Jennifer Lawrence se retrouvent pour Red Sparrow, un thriller d'espionnage situant son action en Russie. Une jeune ballerine doit approcher un agent de la CIA pour débusquer un traître infiltré au sein du Kremlin. On passe aux sorties Blu-ray avec Muse, le nouveau film d'horreur de Jaume Balaredo, le réalisateur de Rec et Malveillance. Deuxième chance en vidéo pour ce film qui était passé sous les radars de la presse, puisqu'il n'a bénéficié que d'une sortie technique. Et le 6 avril sortiront deux Blu-ray plutôt festifs. D'un côté, le Santa et compagnie de et avec Alain Chabat transformé en Santa Claus, il tentera de sauver Noël après que ses lutins sont tous tombés malades. De l'autre, Coco, célébrant le Dia de los Muertos, la fête des morts mexicaine. Sublime voyage visuel et musical, cette nouvelle réalisation des studios Pixar est une merveille pour les yeux, les oreilles et l'âme. Quand le scénariste de High Shield 21, Inagaki Richiro, et l'auteur de Sunken Rock, Boichi, s'associent pour leur nouvelle série publiée dans le Jump, cela donne Dr. Stone. Le jeune Taiju doit tout simplement rebâtir la civilisation après la pétrification instantanée de toute l'humanité. Le 4 avril, chez Glénat. Le même jour, chez Pika, les Titans reviennent avec le volume 24 de l'Attaque des Titans. Rainer se souvient du début de sa mission, alors qu'il s'apprête à une nouvelle confrontation avec d'anciens camarades. L'édition collector propose 6 badges en bonus. Abe Yaro, auteur de La cantine de minuit, propose de nous initier chez le lézard noir à la pratique subtile du nettoyage d'oreilles à la japonaise. Mimikaki, l'étrange volupté auriculaire, raconte 9 histoires, 9 personnages qui confient un instant de leur vie dans un moment d'intimité surprenant. Le 3 avril, les possesseurs de PC vont pouvoir parcourir Skyrim en réalité virtuelle. Après le PSVR, The Elder Scrolls 5, Skyrim VR arrive sur Windows. Juste après le 5 avril, place aux acrobaties avec Urban Trial Playground sur Switch. C'est la suite de Urban Trial Freestyle. Et le 5 avril également, ce sera la sortie sur console de Impact Winter. Ce jeu d'aventure se déroule dans un monde enneigé où il faut tout faire pour que son équipe survive 30 jours jusqu'à l'arrivée des secours. Merci Savin. Donc Auban Star Racer, on résume un peu tout. En ce moment sur la chaîne Manga, Oui. Le Blu-ray sûrement très vite bientôt. Venez nombreux sur le site Auban Star Racers et inscrivez-vous et Voilà. on est en train d'y aller. Et potentiellement, Voilà. Une suite, Il y potentielle. a des choses sympas qui se mettent en place là, mais voilà, il faut encore un peu de temps. très bien. Autre chose à dire? Écoutez, c'était un plaisir, c'était un plaisir de te voir et tout. Et puis, j'aime toujours l'animation. J'ai des projets qui sont pas animation là, et notamment j'ai l'adaptation sur laquelle je bosse là aussi de Seiya no Uta, un visual novel assez culte de Gen Urobuchi qui a fait Psychopath, qui fait les longs métrages de Godzilla en ce moment, donc qui est devenu un mec très connu, mais qui a fait une de ses œuvres de jeunesse assez sombre, assez violente et sexuelle, on va dire. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un matériel intéressant pour faire un film d'horreur. Et donc, on est en train de bosser aussi là-dessus. Donc, il y a plusieurs projets de live aussi. Et on reste une très petite structure avec très peu de moyens, donc c'est compliqué, mais on essaye de faire quelques trucs sympas, un peu différemment des autres. Et voilà, on continue bien. l'aventure. Merci beaucoup Savin, une prochaine fois. À la semaine prochaine, rendez-vous à 19h sur No Life avec Julien Lefebvre pour parler de sa pièce de théâtre, Le Cercle de Whitechapel. Merci beaucoup, merci. Merci. Bonsoir.